scusate, io non parlo francese, scusate-moi, proverò a trovare, diciamo, dare qualche indicazione che sia di livello internazionale, anche se il tema sul quale baserò la mia breve relazione ovviamente è molto italiana, ma l'Italia, come vedrete e come probabilmente concluderemo, può essere un esempio di riferimento per tutta sicuramente l'Europa, il Mediterraneo in particolare, e direi anche quella che sarà la evoluzione del mondo. Io vorrei concentrarmi, vorrei concentrarmi principalmente sull'aspetto della pragmaticità. Fino adesso da 1 anno e mezzo discutiamo animatamente in tutto il mondo di quali saranno le soluzioni dopo la pandemia, sia in forma industriale che in forma economica, concentrandoci fondamentalmente sui 6 pilastri sul quali tutti investiranno, cioè la digitalizzazione, sulla rivoluzione verde, sulla mobilità sostenibile, sull'istruzione e la ricerca e sull'inclusione e ovviamente sulla salute. Monsieur Manfellotto, donne son bonjour à tout, à son excellence l'ambassadeur, et il dit qu'il concentre son intervention sur le pragmatisme, parce que toutes les ressources qui sont en place sont très importantes, mais il ne faut pas seulement se plonger sur les 6 piliers au niveau mondial qui sont l'économie verte, qui sont le développement durable et d'autres choses, mais il faut se concentrer encore sur la formation. Il va détailler ça. Grazie. In effetti il motivo per il quale noi non ci stiamo muovendo e stiamo continuando a parlarne perché in Italia, ma secondo me anche nel mondo, abbiamo smesso di investire su noi stessi, sui nostri paesi e abbiamo dimenticato come si fa. Questo naturalmente voglio sostenere queste cose con degli esempi. In Italia nel passato abbiamo investito alcune volte con dei grandi risultati, uno per tutti, anzi 2 per tutti, la costruzione dell'autostrada del Sole che abbiamo fatto in 5 anni, 60 anni fa, e 20 anni fa l'alta velocità, che hanno stravolto la nostra storia. Monsieur Manfellotto, il dit qu'il faut mettre des exemples de pragmatisme. Par exemple, en Italie, on a réalisé l'autoroute du Soleil qui est entre Milan et Naples seulement dans 5 années, et aussi l'autre vitesse des trains qui ont changé notre histoire et notre manière de vivre. Recentemente noi abbiamo avuto un grande problema a Genova, si è venuto giù un ponte importante, è stato ricostruito in 1 anno e noi stiamo acclamando questa cosa come se fosse un grande risultato. 60 anni fa di ponti come quelli sull'autostrada del Sole ne abbiamo fatti a centinaia e in 5 anni. Monsieur Manfellotto, il dit que nous avons vu il y a quelques années la construction du pont de Gênes qui malheureusement est tombé et nous avons célébré cet événement comme une chose exceptionnelle. Mais ce n'est pas vrai, parce que sur l'autoroute du Soleil, il y a 60 années, on a réalisé beaucoup de ponts en temps rapide et tout le monde ne parle pas. Questo perché? Perché evidentemente, come dicevo prima, la nostra incapacità che probabilmente nasce dalla nostra mancanza di cultura, diciamo, di visione, cultura e visione per il futuro, ci hanno portato a quello che è la situazione drammatica non solo del nostro paese ma di altri. Un esempio per tutti ancora. Negli ultimi 30 anni l'Italia ha perso 29 punti di differenza di PIL rispetto alla Germania, 37 rispetto alla Francia e 56 rispetto alla Spagna. Purtroppo la brutta notizia è che le stesse persone, le stesse mentalità che fino ad oggi hanno generato questa devastante soluzione si stanno occupando di questo problema. Donc le problème en Italie et dans d'autres pays, c'est de n'être pas capable d'utiliser bien les ressources. Il y a une absence de culture et d'une vision stratégique. Par exemple, l'Italie, dans les dernières 30 années, elle a perdu 29 points de produits lourds avec une confrontation avec l'Allemagne, 37 avec la France, bien 56 avec l'Espagne. Mais quel est le problème regrettable? Que les mêmes fonctionnaires, la même gens qui jusqu'à aujourd'hui a produit cette catastrophe se trouvent aux mêmes places pour utiliser les ressources qui sont été destinées.
L'esempio, la cosa cruciale è quella che avviene appunto in tutto il mondo, è la grande differenza tra nord e sud. È impensabile, è inconcepibile che le persone che ci governano, e non parlo solo in Italia, non capiscono che non si può avere una produzione industriale così differente tra i nord e i sud. Quello che esiste tra nord e sud, la cosiddetta locomotiva del nord che traina quella del sud, che ovviamente ha dei costi, è esattamente la stessa cosa che succede tra l'Europa del sud, cioè l'Italia, e l'Europa del nord. Per quale motivo pensate che l'Italia abbia ricevuto tutti questi soldi dal PNRR, se non per il fatto che un'Italia trainata diventa un problema cruciale per l'Europa, e così sarà lo stesso per gli altri paesi del Mediterraneo? Le vrai problème aujourd'hui, après la pandémie, c'est l'énorme différence entre le nord et le sud, en général du monde et encore plus dans l'Europe. Par exemple, en Italie et en Europe, la production industrielle entre le nord et le sud est très très différente. Et en plus, il y a une grande différence entre l'Europe du nord et l'Europe du sud. Tout le monde a fêté, a dit quelle belle chose, tout l'argent de 100 milliards d'euros que l'Italie a reçu pour la reconstruction après la Covid. Mais il ne s'agit pas de faire fête, parce que c'était un choix stratégique, surtout de l'Allemagne, qui ne peut pas avoir la tolérance d'une Italie qui reste au dehors du développement en Europe. Donc, le vrai problème est réduire la différence de la production industrielle et du développement en général entre le nord et le sud, en Europe et dans le monde. A questo si aggiunge un'altra enorme opportunità che probabilmente in pochi abbiamo ascoltato in questo anno e mezzo di discussione. Voi sapete certamente che nel giro di alcuni anni, e con precisione più o meno intorno al 2026, ci sarà il sorpasso tra l'economia della Cina rispetto a quella degli Stati Uniti, e conseguentemente ci sarà anche quella dell'India che via via salirà. Questo vuol dire che il grande movimento, diciamo, economico si sposta dall'Occidente all'Oriente, e peraltro più o meno in parallelo ci sarà il raddoppio di Suez, quindi il Mediterraneo diventerà, e questa è una grande opportunità, il centro fondamentale del futuro economico, industriale del mondo, e l'Italia ne è il pontile, e il nord dell'Africa è il molo. Noi questa cosa la dobbiamo considerare come fatto cruciale per individuare correttamente gli investimenti e per poter recuperare quelle differenze che ci consentono di essere efficienti come le sono alcune parti del nord Europa e dell'America. Dans le 2026, c'est-à-dire dans les prochaines 5 années, la Chine, avec son économie, va être plus que les États-Unis. Et à la Chine, il va s'ajouter l'Inde. Donc, il y aura la majorité de l'économie en Orient au lieu comme jusqu'à aujourd'hui en Occident. Le double du canal de Suez, du canal de Suez donnera une vitesse à tous les transports maritimes dans la Méditerranée. Et donc la Méditerranée sera le centre de ce futur développement économique qui voit la Chine et l'Inde protagonistes. L'Italie, c'est la naturelle passerelle de cette situation, mais la sud de la Méditerranée, c'est le grand porte. Donc la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte va être le grand porte qui peut accueillir ce développement énorme, qui va donner une opportunité que tout le monde ne comprend pas, mais qui sera la seule choix pour développer vraiment les pays de la rive sud de la Méditerranée au point de vue de la production industrielle, de l'économie, des transports, etc. Grazie. Altro importantissima questione, anzi direi cruciale. Tutti fanno conto su questi soldi del cosiddetto PNRR, che in ogni paese lo chiamano in modo diverso. Questa quota, che peraltro è importantissima e elevatissima, è una quota che è minima per poter dare un contributo di crescita stabile ai PIL delle nazioni. Tanto per fare un esempio, in Italia questa crescita potrà essere nei prossimi anni dell'1-2% di PIL per effetto del PNR, che vuol dire che occorrono ulteriori finanziamenti di superiori ma di tantissime volte, cioè il PIL sarà sostenuto solamente se ci saranno investimenti privati, quindi da parte delle industrie, per quote che saranno significative. Fondamentale quindi è dare il coraggio
e trovare la forza per poter utilizzare questi investimenti e sfruttare questa opportunità che si era detta per quanto riguarda l'Europa. L'argent qui a été mis en place après la Covid, en particulier en Europe, chacun pays l'appelle dans une manière différente. En Italie, c'est le plan national pour la résilience et pour le développement. Même s'il y a beaucoup d'argent sur place, il s'agit d'une partie minimale parce que beaucoup de cet argent doit être restitué à l'Union européenne. Et si tout va bien avec les investissements, seulement 1-2% du produit en termes lourds peut s'ajouter. La solution est qui doit s'associer cette situation au privé, à l'industrie. Il faut promouvoir un partenariat public-privé avec des projets concrets sur place. Il faut avoir le courage et la force de bien utiliser l'argent parce que c'est la dernière possibilité, pas seulement de l'Europe, mais surtout de la rive sud de la Méditerranée, qui va être le partenaire principal, soit pour la dimension euro-méditerranéenne, mais surtout et spécialement, comme il l'a dit M. Manfellotto avant, pour le nouveau rôle que la Méditerranée du Sud va avoir avec le développement de Suez et la Cina e l'Inde qui encore plus vont être les protagonistes. Di conseguenza, se questa sarà la soluzione e non se ne vedono altre, vuol dire che dobbiamo progettare, realizzare e controllare quello che faremo, il che significa che dobbiamo cambiare completamente la mentalità e la formazione delle persone, dei giovani in particolare e delle persone meno giovani, per affrontare questa dimensione enorme, a cominciare dalla formazione di tutta la gente immigrata che vive nei paesi e che possono dare un contributo enorme perché la quantità di lavoro che dovrà essere realizzata è superiore alle nostre capacità. Quindi la conseguenza è che basta con una formazione che è utile solo ai formatori, ma partire con una formazione che deve partire da chi ne ha bisogno, quindi dalle imprese, dai sindacati e dalla politica. Questa è la cooperazione fondamentale che vale nei paesi e vale tra i paesi. M. Manfellotto va nous dire une chose très importante, c'est-à-dire que pour bien utiliser soit les ressources mises en place après la Covid par l'Union européenne et d'autres organismes internationaux, soit avec le développement de l'économie de la Chine et de l'Inde qui va avoir des importantes réflexions sur la Méditerranée du Sud, il faut changer la mentalité, il faut changer la méthodologie de formation, et il faut faire trois choses fondamentales. Faire des bons projets, faire des bonnes réalisations et contrôler ce qu'on a réalisé. Mais pour faire ça, il faut changer complètement la méthodologie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut faire de la formation utile pour les entreprises, utile pour les industries. Et dans ce cadre, la Tunisie, c'est très important avec tous les pays de la rive sud. Pourquoi? Parce qu'en Europe et en Italie, on n'a pas les gens qui sont capables de travailler. Avec la dénatalité et avec tout le processus de réduction de la natalité, il y a un manque de gens qui peuvent travailler. Et alors, quel est le défi? Qu'il faut faire une bonne formation pour les migrants qui viennent de la Tunisie et des autres pays, mais pas pour les formateurs, mais pour les besoins réels des industries, des entreprises et des choses qui sont faites dans le projet de l'utilisation des fonds après la Covid. Donc c'est ça la clé. Et M. Manfellotto, soit dans sa veste administrateur du plus grand groupe à niveau mondial pour Hitachi, pour la mobilité, soit dans sa veste de président des unions des industriels, il dit qu'il faut se concentrer sur ça. C'est ça la ligne fondamentale. Formation, pas pour les formateurs, mais pour les besoins des industries et des entreprises, et utilisation avec une bonne formation de tous les migrants qui doit être utilisée pour les besoins réels. Donc il faut faire une autoroute, par exemple, il faut former les migrants pour bien travailler pour l'autoroute, pas pour des choses théoriques comme la formation européenne. Il faut faire l'économie verte pour l'énergie qui va augmenter, il faut les former pour faire ça. Donc c'est ça son message, c'est un message très important qui va être lancé aujourd'hui dans notre colloque. Concludo e vi ringrazio. Spesso si dice che la pandemia è stata
o quest'epoca dopo la pandemia corrisponde all'epoca del dopoguerra, della seconda guerra mondiale evidentemente. In parte è vero, però la mia considerazione è la seguente: a quell'epoca noi parlavamo di sostenibilità economico-industriale, quindi pensammo a costruire le aziende, a realizzare gli impianti e trascurammo assolutamente quello che era il nostro ambiente e le persone. Negli anni '80 ci siamo accorti che non bastava la sostenibilità industriale ed economica e bisognava pensare alla sostenibilità delle persone. Quindi abbiamo cambiato, abbiamo modificato e abbiamo cominciato a dare più attenzione alle persone, ma comunque creando ancora danni a quello che era l'ambiente e in questo caso anche alle aziende. Ci apprestiamo a presentarci alla sostenibilità ambientale, che è la terza fase evidentemente, nella quale, e questo sarà il grande importantissimo step, perché in questa sostenibilità ambientale dobbiamo avere la capacità di non rovinare le altre due parti, e cioè le persone e le imprese, che saranno fondamentali per quanto riguarda la parte di investimento. E vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e buona fortuna e buona vita per il dopo pandemia. Anche a lei, grazie. Alors, M. Manfredot, il a fait une résumé avant ses conclusions. Il a dit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40-50, tout le monde s'est concentré sur un développement économique industriel, les industries. Mais ce développement, après quelques années, il a détruit la vivabilité, l'environnement et surtout l'humanité, les hommes et les femmes de tout le monde. Dans les années 80, on a commencé à donner une importance à l'environnement, aux gens, à la vivabilité des villes, etc., à la soutenabilité. Aujourd'hui, il y a un grand défi, parce que si on doit se concentrer sur l'économie verte, sur l'environnement, sur les choses, il faut trouver l'équilibre pour respecter les gens, les hommes et les femmes, et les entreprises. Donc c'est un travail vraiment très difficile, mais c'est notre dernière possibilité, parce que les changements climatiques, les injustices sociales, etc., peuvent nous détruire définitivement et l'homme peut disparaître de la planète. Monsieur Manfredot, je nous souhaite un bon travail, il nous souhaite une bonne vie après la pandémie, et il espère que son message, c'est un message d'un homme concret, d'une grande personnalité qui représente les choses concrètes, les trains, l'haute vitesse, l'industrie, nous a voulu donner, et je le remercie vraiment beaucoup parce qu'il a choisi notre colloque aujourd'hui au lieu des importants engagements qui se trouvent ici à Naples et à notre part de l'Italie. Et nous le remercions et va nous quitter, et je suis vraiment très honoré de sa présence aujourd'hui. Ancien directeur général de la RICSO, ancien ministre de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine de la Tunisie, membre du conseil scientifique du Forum de l'Académie politique de la Tunisie. Mohamed, à toi la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers frères, mesdames et messieurs. Je voulais saisir l'occasion du thème du colloque et le thème de la première séance pour vous soumettre quelques réflexions sur ce que va devenir la mondialisation après la Covid-19, ou en tout cas cette Covid-19 que nous souhaitons voir disparaître très bientôt. Que peut-elle donner comme conséquence sur la mondialisation, qui est quelque chose d'établi? Monsieur l'ambassadeur Moez Sinawi a tout à l'heure dans son discours d'ouverture fait beaucoup plus qu'une allocution officielle. Il a posé les jalons de notre réflexion pour le colloque, et notamment sur le thème, concernant le thème des relations entre la mondialisation et l'économie. Je commencerai par dire quelque chose qui ne vous est pas inconnu du tout, c'est que les épidémies n'ont pas attendu la mondialisation pour se transformer en pandémie. Je pense à la peste noire du Moyen-Âge, je pense à beaucoup d'autres épidémies qui, sorties d'un foyer limité, se sont répandues à ce qui était à l'époque le monde connu en quelque sorte.
Ce qui est nouveau, par contre, c'est le caractère immédiat de la diffusion en raison de la densité et de la vitesse de la circulation des hommes et des biens. Par contre, les réactions n'ont pas été à la mesure de la rapidité des échanges de l'information. Certains pays ont eu du temps avant de réagir en pensant que l'immunité collective allait pouvoir résoudre le problème, avant d'adopter les mesures classiques qui existent en quelque sorte depuis toujours, les mesures de confinement et de la quarantaine. Puis il y a eu un parti pris à l'occasion de la Covid-19 et une hostilité officielle à tout remède, notamment de l'hydrochloroquine, avec parfois dans certains pays une interdiction formelle faite aux médecins de délivrer des ordonnances. Et puis il y a eu à l'occasion du Covid-19 aussi la cohabitation de deux types de vaccins. Les vaccins à adénovirus classiques que nous avons connus depuis notre enfance et les vaccins à ARN messager. Ces derniers ont été imposés dans tous les pays occidentaux. Ce qui est nouveau aussi, c'est que cette imposition d'un certain type de vaccin n'a pas été sans susciter des tensions à l'extérieur et à l'intérieur de ces pays. Ce qui est nouveau aussi à l'occasion de la Covid-19, c'est que le coronavirus est sans doute le résultat d'un accident de laboratoire, ce qui soulève la question de la dangerosité de la biotechnologie. La pandémie aura servi à nous rendre compte que la course aux armements biologiques est aussi dangereuse que naguère la course aux armements nucléaires. Le salut, me semble-t-il, est dans l'interdiction de la recherche dans le domaine de la biotechnologie et la fermeture de tous les laboratoires de niveau P4, comme celui de Wuhan en Chine, qui sont des laboratoires particulièrement dangereux, qui existent dans d'autres pays, en Chine, en France, aux États-Unis et en Russie. Et je pense qu'il serait bon aussi que sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, il y ait la création d'une agence internationale de contrôle de la biotechnologie, un peu l'équivalent de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Comme le dit Frédéric Méran, un économiste canadien, la pandémie a rappelé à nous tous la fragilité des sociétés humaines. À ce propos, le célèbre géopolitologue Pascal Boniface, président de l'Institut de recherche internationale et de stratégie, remarque que la Covid-19 a été comme un pied de nez aux pays occidentaux, persuadés que les épidémies c'était pour l'Afrique et l'Asie. Nous avons tous en mémoire, par contre, les ravages causés par la pandémie aux États-Unis, au point qu'à New York, des victimes du fléau ont été enterrées dans des fosses communes. Or, le docteur Ngoy Sanga, de l'Organisation mondiale de la santé, nous apprend que les États africains ont pris à temps les mesures nécessaires, de sorte qu'en Afrique, le nombre des victimes du Covid est resté faible. On regardait aussi en Occident, avec une certaine suffisance, les mesures énergiques prises par Pékin comme l'expression d'une dictature, confinement obligatoire, etc. Aujourd'hui, des gouvernements de l'Europe de l'Ouest imposent des mesures draconiennes auxquelles s'ajoutent des restrictions sévères contre tout spécialiste qui conteste la politique de vaccination, notamment celle des enfants. Naguère, on vaccinait, et nous avons tous été vaccinés, et personne ne connaissait le nom du laboratoire, ni ne demandait à le savoir. Aujourd'hui, avec la mise en expérimentation à l'échelle de la planète des vaccins à ARN messager, une nouvelle césure, voire une discrimination entre deux types de vaccins est apparue, prenant la forme d'une sorte de guerre entre laboratoires. Et comme il se trouve que l'Occident est ARN messager et que les vaccins SARS-CoV-2 classiques ont été développés principalement en Russie et en Chine, et étant donné que les États, ce qui est légitime, soutiennent leur industrie pharmaceutique, il y a comme un air de compétition Est-Ouest sur laquelle vient se greffer une discrimination affichée entre pays riches et pays défavorisés.
l'histoire des épidémies nous apprend aussi que ce fléau, le fléau des épidémies, affectait durablement les sociétés, leur démographie et leur économie. Ce qui est remarquable, c'est que la pandémie de Covid-19 n'a touché que partiellement les échanges commerciaux et la production. Au plan démographique, elle est loin d'avoir causé des dégâts comme ceux occasionnés au lendemain de la Première Guerre mondiale par la fameuse grippe espagnole. La grippe espagnole avait fait entre 50 et 100 millions de morts dans le monde, et alors que la Covid-19, pour le moment en tout cas, et Dieu nous protège d'un prolongement de cette épidémie, la Covid-19 a fait 4,9 millions de morts sur une population totale de 7,8 milliards d'êtres humains. Et ces effets sur la population seront vite effacés. Il n'y aura pas de, comment dirais-je, de déclin démographique provoqué par la peste, par la Covid, alors que en tant qu'historien, je sais que, par exemple, la peste noire au Moyen-Âge, au XIVe siècle, a fait des ravages. On ne trouvait même plus suffisamment de bras pour travailler la terre dans les campagnes, ni d'artisans pour fabriquer ce qui devait l'être dans les villes. La Covid-19 risque par contre d'affecter les classes moyennes et modestes, frappées par les effets des mesures sanitaires, vous savez tous, le secteur du tourisme, des restaurants, des événementiels, avec des faillites et des pertes d'emplois, puisque sans doute les décideurs économiques mettront à profit les effets de la crise sanitaire pour procéder à des restructurations dont les principales victimes seront les salariés. Ce qui distingue la pandémie actuelle, c'est qu'elle a mis en évidence la dimension politique de la compétition stratégique entre les grands laboratoires pharmaceutiques et, derrière eux, non seulement les puissances financières, mais aussi les États. Que sortira-t-il de la crise, sinon les mêmes différends et les mêmes options stratégiques qui séparent aujourd'hui l'Occident de la Russie ou de la Chine? Il ne s'agit pas d'être pour ou anti-vaccination, mais de garder à l'esprit l'ingérence de la politique dans les campagnes de vaccination. L'hostilité immédiate manifestée par l'Occident aux vaccins russes et chinois ne procède-t-elle que d'une prudence scientifique ou bien cache-t-elle à peine des calculs stratégiques? La pandémie de Covid-19, pour importante qu'elle soit, ne doit pas nous cacher que le véritable enjeu planétaire est et demeurera pour longtemps encore la compétition entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Allons-nous vers une seconde guerre froide? L'emploi de cette notion historique, qui fait référence à la rivalité, et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS entre 1945 et 1990, appelle cependant des réserves que Pascal Boniface souligne. Il y a une nouvelle compétition entre puissances pour l'hégémonie, certes, mais elle se distingue de la première guerre froide sur de nombreux points. Il n'y a pas de bloc, par exemple, et la Chine n'est pas à la tête d'une alliance. Il n'y a pas encore de parité stratégique entre l'Amérique, largement en avance sur le plan militaire, et la Chine qui essaye de rattraper son retard dans ce domaine-là aussi, mais qui quand même est encore loin d'arriver au niveau de l'armée américaine. Il y a aussi, ce qui n'existait pas au moment de la guerre froide, l'importance des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Idéologiquement parlant, la Chine ne se réfère pas, quand elle s'adresse au monde, aux valeurs ne s'adresse que aux valeurs du patriotisme et de la souveraineté et de l'autodétermination des peuples. Elle n'envoie pas du tout un message concernant la pensée marxiste-léniniste. Et elle ne remet pas en cause la mondialisation, surtout, et la Chine cherche à dominer cette mondialisation. Ce qui inquiète l'Amérique et la conduit à tenter de ralentir le rattrapage de l'économie américaine par l'économie chinoise. Le PIB de la Chine était de 10% du PIB américain en 2000 et il est aujourd'hui de 67%. Donc c'est en train de continuer d'avancer
pour un rattrapage de l'économie américaine par l'économie chinoise. En outre, la pandémie, comme le souligne l'économiste tunisien Razi Ben Ahmed, rappelle au monde la dépendance de l'économie moderne à la Chine. L'essentiel de l'approvisionnement mondial en minéraux, cobalt, uranium, lithium, et dans le domaine de la santé mondiale aussi, la Chine occupe une place hautement stratégique, puisqu'elle fournit 60% du paracétamol, 90% de la pénicilline et 50% de l'ibuprofène, en même temps que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, continuent d'être une puissance économique considérable avec une capacité d'innovation intacte. Dans cette compétition pour la suprématie économique, aux énormes enjeux stratégiques, la Russie pourrait jouer un rôle de recours en cas de crise grave, étant donné ses relations privilégiées avec la Chine et, malgré tout, ses relations diplomatiques anciennes et une sorte de complicité avec les États-Unis d'Amérique et de respect mutuel des deux grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. La coopération dans le domaine de l'espace en est un exemple éloquent, et vous savez tous et toutes que quand souvent des cosmonautes américains doivent aller rejoindre la Station spatiale internationale, ils embarquent sur un vaisseau Soyouz en même temps que d'autres cosmonautes, des cosmonautes russes. Donc il y a une confiance réciproque qui n'est pas affichée au niveau des médias de communication, mais qui est réelle. Donc la Russie pourrait éventuellement jouer un rôle d'intermédiaire entre la Chine et la Russie. Il faut quand même souligner qu'il y a actuellement une tension très forte dans l'espace Indo-Pacifique, et notamment l'alliance des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Australie contre, entre guillemets pour le moment, la Chine, à laquelle est venue se rejoindre la Russie, avec un déploiement militaire très important. Et ça n'augure rien de bon, bien sûr. Alors, au plan de la société, je ne sais pas, Monsieur le Président, si j'ai encore un peu de temps, quelques minutes peut-être, si ça ne vous dérange pas. Au plan des sociétés et de l'affrontement des idées, la pandémie a suscité ou souligné la fracture des opinions qui, après avoir pris la forme de l'altermondialisme, farouchement opposé aux partisans de l'ultralibéralisme, prend la forme d'un antagonisme entre pro-vaccin et anti-vax, les uns brandissant l'anathème du complotisme et les autres la manipulation des sociétés par les grands groupes financiers. En fait, l'émergence du mouvement anti-vaccin, à l'instar par exemple de ce qui s'est passé en France avec le mouvement des Gilets jaunes, cette hostilité à l'égard des vaccins n'est que le reflet d'une anxiété qui affecte les personnes démunies ou menacées de paupérisation face à la précarité et aux difficultés croissantes suscitées par les effets pervers du libéralisme. De sorte que la cohésion sociale, y compris dans les pays les plus riches, est menacée par l'écart entre les nantis et les pauvres ou ceux qui sont en situation précaire. La pandémie a remis à l'ordre du jour le rôle fondamental de l'État et son incontournable pouvoir de violence légitime. Il y a une nouvelle vigueur donnée au pouvoir autoritaire dans un pays comme l'Inde ou comme la Pologne, qui fait partie de l'Union européenne, et même dans les pays de vieille démocratie, il y a un risque d'atteinte à la vie privée et au dogme de la liberté individuelle, les sanctions, le pass sanitaire, etc. Et de nombreuses personnalités politiques et intellectuelles s'inquiètent des conséquences à terme de la surveillance sanitaire des citoyens. Une technologie sophistiquée de contrôle des données privées est employée aujourd'hui au service de la santé publique. Mais demain, la tentation risque d'être forte pour les pouvoirs, les États et les autorités pour utiliser les données recueillies dans d'autres domaines. Alors, une fois que la pandémie aura disparu, y aura-t-il un effort conjoint pour réduire les inégalités et protéger l'humanité des excès manifestes du libéralisme et de la mondialisation? Ou bien retrouvera-t-on les habitudes d'avant la Covid-19? La pandémie accélère, ou en tout cas confirme,
des inégalités que la mondialisation, loin d'avoir corrigé, a aggravées. L'Union européenne elle-même connaît quelques divergences, même profondes, puisqu'il y a quand même 20 pays de l'Union européenne qui ont accepté le vaccin adénovirus classique chinois, et qu'il n'y a que le reste des pays, donc pas beaucoup, qui sont encore dressent des barrières contre ces vaccins de type classique. À ces divergences sanitaires, en quelque sorte, viennent s'ajouter la tension née du retour du souverainisme, comme en Hongrie ou en Pologne, où, après le séisme du Brexit, tout cela menace la cohésion de l'Union européenne. En conclusion, la mondialisation, me semble-t-il, ne sera pas affectée par la pandémie. Et très certainement, la reprise de l'activité économique renforcera cette mondialisation. L'injustice, c'est que les pays pauvres, encore une fois, ne tireront économiquement parlant guère de profit des mesures salutaires prises face à la Covid. Nous en parlerons demain, mais je pense sans pessimisme excessif que l'on retrouvera les comportements et pratiques traditionnels lorsque le fléau sera éloigné. Ce qu'il faudrait, c'est que la mondialisation post-Covid soit accompagnée par une concertation internationale pour une plus juste répartition des richesses, avec un esprit de négociation d'égal à égal entre le Nord et le Sud, et les pays du Sud, les États du Maghreb en particulier, devraient aussi apprendre à regrouper leurs efforts et ne pas engager de dialogue avec le Nord en rang dispersé. Le monde est en voie de multipolarisation, ce qui, me semble-t-il, contribuerait à atténuer les déséquilibres de la mondialisation. Surtout si l'Union européenne tire profit de ce phénomène pour acquérir davantage d'autonomie stratégique afin que son poids dans la politique mondiale soit ajusté ou conforme à sa puissance économique. Et si les pays du Sud décident enfin d'agir de concert dans leurs négociations avec leurs partenaires du Nord. Il faudrait que les organisations internationales jouissent enfin de plus d'autonomie par rapport au gouvernement, dans l'esprit de l'ambitieux projet des États-Unis du monde, auquel se consacre la Fondazione Mediterraneo, fondée et présidée par mon ami Michele Capasso, dont je salue à cette occasion le dévouement et l'engagement pour la cause de la fraternité entre les peuples. Je vous remercie. Chi sono devant nous? Traduco in italiano. Allora, il professor Mohamed Benashur ha fatto un'analisi estremamente lucida del periodo post-pandemia, mettendo in evidenza tutte le debolezze e tutte le fragilità, dalla utilizzazione dei vaccini senza una sperimentazione, dall'anarchia degli stati che hanno utilizzato in maniera assolutamente arbitraria un vaccino anziché l'altro, ma soprattutto ha confermato la sua certezza che il vaccino è stato prodotto in laboratorio. Quindi è un errore, volendo assumere la buona fede di questa operazione, dovuta alla biotecnologia che con grande leggerezza è stata diffusa in tutto il mondo senza un'imposizione di controllo, perché cose di questo genere corrono il rischio di distruggere definitivamente l'umanità, quindi è una responsabilità degli Stati a livello internazionale che devono assumere e soprattutto devono ben comprendere che si tratta di una sfida che non si supera con questa pandemia, perché sono tantissimi alti rischi, quindi occorre immediatamente correre ai ripari con delle regole internazionali che siano condivise a livello globale. Infine ha voluto sottolineare a livello storico tutto quello che è successo in altri momenti, quindi bisogna far tesoro di queste esperienze affinché non si commettano gli stessi errori, ma allo stesso tempo bisogna adeguarli ai tempi moderni attuali che con le tecnologie di comunicazione, di trasmissione e soprattutto con la tecnologia evoluta che sta cambiando completamente la nostra maniera di comunicare, di vivere e di esistere al mondo, richiede un ritorno alla umanità, cioè cercare uno spazio di umanità in tutto questo bailamme di tecnologia è indispensabile, perché non si può costruire il futuro
senza pensare e conoscere la storia, ma allo stesso tempo non si vive il presente se non si è in equilibrio tra la storia e il futuro. Grazie mille Mohamed, e adesso do la parola al dottor Amedeo Manzo. A tutti, innanzitutto un ringraziamento per l'invito, per l'opportunità al professore Michele Capasso e all'amico Antonio Romano. Abbiamo sentito due interventi importanti su dei temi convergenti che partono da punti diversi ma poi arrivano sostanzialmente sullo stesso, vale a dire quanto sia importante l'uomo, la sua centralità ai processi, le dinamiche che devono essere sviluppate sia nel mondo industriale che un po' in tutti gli altri, la sanità eccetera, ma devono avere al centro il ben essere e non soltanto il ben avere della persona. Noi rappresentiamo, io sono presidente di una banca di comunità nata 3 lustri fa, ma sono anche presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria, che aggrega 18 banche, circa 250 sportelli, 5 miliardi di raccolta, 4 di prestiti, migliaia di soci, migliaia di dipendenti. Banche che da oltre 150 anni sviluppano un modello creditizio che non è prigioniero dell'algoritmo. Prima il presidente Manfrotto faceva riferimento alla lontananza delle banche internazionali dai territori. Perché sono lontane le banche nazionali, internazionali dai territori? Non per cattiva volontà, ma semplicemente perché esse rispondono a delle logiche di massimizzazione del profitto che naturalmente è la risposta ai capitali investiti da investitori stranieri. Nei board delle prime 2 banche italiane, Intesa e Unicredit, l'80% è rappresentato da stranieri. Alors, Monsieur Manfrotto, il remercie pour l'invitation, aussi remercie Monsieur Antonio Romano qui est en face à nous avec Monsieur Giuseppe Di Pinto, sont des importantes personnalités dans l'industrie et dans la profession de la paix. Il a souligné l'importance de l'homme dans la centralité des processus, surtout dans la santé. Il a dit qu'il faut passer de bien avoir au bien-être. Jusqu'à aujourd'hui, on a pensé seulement avoir. Aujourd'hui, il faut penser aux êtres. Bien-être contre le bien-avoir. Il est le président des plus importantes banques de communauté. Il y a 5 milliards de recueils qui sont tous donnés aux entreprises et aux gens. Pourquoi? Parce que les banques qui président, qui ont milliers de fonctionnaires, milliers de personnes qui travaillent, ne sont pas dans la prison de l'algorithme, ne sont pas dans la maximisation de l'argent qu'ils doivent gagner, comme les grands groupes mondiaux internationaux qui sont loin des territoires. Au contraire, les banques qu'ils président sont à côté des territoires, à côté des gens et femmes, pour donner au territoire la plus importante assistance en termes d'argent et d'assistance, surtout après la pandémie. Prego, dottore. Siamo all'interno di un modello finanziario che non valorizza il credito di prossimità, non pensa a raccogliere sugli stessi territori e prestare soldi, investire sugli stessi territori, perché dicevamo investitori stranieri sono interessati al profitto del capitale investito. Invece noi dobbiamo tornare a un modello di banche di comunità, non banche di territorio, perché la pandemia ci ha insegnato che i territori senza le persone non valgono nulla. Quindi noi dobbiamo pensare a dialogare con l'uomo, con la persona. E questo significa creare norme che siano norme aderenti alla core business di ogni singolo istituto di credito. Oggi noi viviamo un modello da taglia unica,
dove le regole create per i grandi gruppi che hanno profitto con swap, derivati, moneta sintetica, bitcoin e che quindi si allontanano dal dialogo con la piccola e piccolissima impresa, noi finanziamo il 25% degli artigiani in Italia, un quarto dei finanziamenti alle piccole e piccolissime imprese le fanno le 250 banche di credito cooperativo, banche di comunità, che con 4.500 sportelli in ogni posto del nostro paese, anche dove non conviene, quindi anche in un piccolo centro con 1.000 abitanti, portiamo quel concetto di democrazia finanziaria nei giovani, nelle famiglie, negli anziani, negli ultimi, in chi soffre. Alors, M. Manzo, il dit qu'il faut associer le territoire aux gens, aux hommes et aux femmes. Mais il est très important de mettre en place des lois qui doivent comprendre les différences des différents instituts de crédit et des différentes banques. Aujourd'hui, malheureusement, dans la plupart des situations, il y a une seule méthodologie de loi, de méthodologie de pratiquer une taille unique, comme si c'est seulement taille S, pas XX large, etc. C'est l'exemple qui s'est mis en place seulement pour les grands groupes. Les grands groupes qui doivent gagner beaucoup, ils sont loin des petites entreprises et ils gagnent avec des choses très bizarres comme le swap, le bitcoin, la monnaie électronique, etc. Au contraire, les banques qui président, qui sont 4500 dans tous les petits pays, ils sont ouvertes même où il n'y a pas de la convenience économique. Même dans le petit village où la banque ne gagne pas, ils perdent dans le petit village, mais ils gagnent dans la grande ville. Pourquoi? Parce qu'ils doivent produire la conception de démocratie économique. La démocratie économique qui amène à l'organisation qui préside M. Manzo à donner le 25% d'argent pour aider les petits artisans. Les petits artisans en Italie, pour le 25%, sont aidés par les banques présidées par M. Manzo. Et donc, c'est une démocratie qui aide des activités qui risquent de disparaître, surtout après la Covid. Pourquoi? Parce que c'est la Chine avec ses affaires bizarres qui fait les choses d'artisans, comme à Marrakech, à Tunis, en Italie, à Naples. Elle plonge dans tout le monde, on réduit la qualité et ces pauvres gens risquent de n'avoir rien. Même l'aide de l'État était une petite chose. Un artisan qui n'a pas travaillé pour une année, il a les 1 000 euros en tant qu'il doit payer de louer, de Sénéco et d'électricité 2 000 euros par mois, par exemple. Donc c'est rien. Et alors c'est grâce aux banques de communauté, c'est pour cela que je remercie M. Manzo d'être ici, parce que c'est l'autre partie du pouvoir de l'argent et des grands groupes d'être ici, parce que démontre qu'il y a encore une possibilité et une opportunité de nous sauver de la mondialisation qui tue nous tous, surtout avec les grands groupes bancaires qui pensent seulement à gagner. À côté des banques, puis il y a des grands groupes de social, Amazon, Alibaba, etc. Mais là, on va parler dans les prochaines sessioni. Prego. Il grido d'allarme che è partito dalle nostre comunità e anche da Napoli ha fatto sì che con l'ausilio di Federcasse oggi avessimo la buona notizia del rinvio delle applicazioni sempre più severe di Basilea fino al 2025. Ma è solo un piccolo passo, bisogna liberare le banche di territorio, le banche di comunità dagli orpelli e dalle applicazioni, dalle normative che ci soffocano e ci impediscono di esercitare quel modello creditizio che ha consentito all'Italia di superare 2 guerre mondiali belliche e l'ultima che è quella del coronavirus, perché in questo periodo le banche di credito cooperativo hanno finanziato per il 15,6%, quindi diversi miliardi di euro, finanziamenti per il Covid, finanziamenti per le piccole e piccolissime imprese, ma anche per coloro che volessero innovare. Quindi una battaglia importante che dobbiamo portare avanti.
ma questo non deve far pensare a qualche osservatore lontano e disattento che le banche di comunità non siano banche efficienti. Siamo le banche con maggiore capitalizzazione, siamo banche col minor livello, Napoli è una delle prime in Italia, minor livello di sofferenze nette, cioè clienti che non pagano. Quest'anno registriamo nella semestrale lo 0,10%, cioè a Napoli pagano il 99,90% dei nostri soci e clienti. Questo significa che un modello creditizio che mette al centro la persona, il dialogo, l'informazione, la storia ma anche la prospettiva, che non tenga solo presente i bilanci ma che valorizzi il rapporto con le persone, con i propri programmi, è la risposta quindi all'algoritmo che ci viene calato dall'alto attraverso quel modello che io ho denominato, creato, registrato e che oggi diverse università mondiali stanno studiando, che è il rating umano. Un modello che non serve per dare soldi a tutti, ma dare i soldi finalmente a chi merita. E chi merita non lo si può ottenere e dedurre esclusivamente da un vecchio bilancio che fotografa solo il passato. Monsieur Manzo, il dit qu'il y a un grand problème qui, dans une partie, a été résolu et qui c'est d'avoir renvoyé les lois de Basilea jusqu'au 2025. Les lois de Basilea et les autres de l'Union européenne sont des lois bureaucratiques qui imposent aux pays de l'Union européenne de respecter des lois et des bureaucraties qui ont été créées pour les grands groupes bancaires. C'est-à-dire que les lois européennes empêchent un système de crédit qui était capable pour l'Italie d'aider ce pays après la guerre et surtout dans cette période. Les banques qu'on a parlé, qui représentent M. Manzo, ont donné le 15% d'aide après la Covid. C'est une action importante, mais il faut encore plus demander de n'imposer aux banques de communauté, aux banques de coopération, les lois lourdes que l'Union européenne a imposées pour tout le monde pour aider les grands groupes bancaires. Une démonstration est qu'à Naples et dans le sud, le 99,90 paye le crédit. Seulement le 0,10 ne paye pas. Ça signifie qu'un système de crédit qui est fondé sur la perspective du rapport humain, le rapport entre les personnes, ne considère pas l'algorithme que les grands groupes vont dire. Les hommes sont des nombres et oui, on n'en sait pas la connaissance et la compréhension de ce qu'il doit faire qui est au centre de la concession du crédit, mais c'est simplement un système mécanique qui dit oui, non. Ça, c'est pas bon, c'est une chose qui va détruire le développement et notre futur. C'est l'humanité. Et le modèle mis en place par M. Manzo et ses banques est devenu un modèle pour des universités à l'échelle mondiale, parce qu'il considère l'homme, il considère la capacité de l'homme de produire économie, et surtout, il y a un mot, nous voulons donner et nous donnons de l'argent à qui le mérite. Même s'il a des bilans anciens qui ne sont pas corrects, même s'il a des informations qui ne sont pas correctes, s'il mérite d'avoir de l'argent pour une idée et pour son activité, nous lui donnons l'argent. Donc c'est exactement le contraire des grands groupes bancaires où s'il y a une petite chose qui ne marche pas, il dit zéro, tout est dehors de la porte. Et ça c'est très très important parce que c'est de recommencer à donner la visibilité à l'homme, la centralité de l'umanité, même à niveau économique. Je vous en prie, vi prego. Queste filosofie ci hanno portato non soltanto attività solidali di sostegno e di umanità, ma ci hanno portato numeri che oggi ci fanno essere il terzo gruppo bancario italiano, però che tende naturalmente
all'utile di esercizio per patrimonializzare la propria banca, ma che non ha nell'articolo 2 l'elemento reddito come centralità del suo processo. Il reddito è quello dei territori, il miglioramento delle condizioni delle persone, e quindi la sfida algoritmo rating umano noi oggi la stiamo vincendo. E questo, e chiudo, è anche un ulteriore elemento importantissimo per il tema di oggi sul riciclaggio. È evidente che troppo spesso si fotografa il Mezzogiorno, anche grazie a una campagna stampa denigratoria, qualche volta anche da noi innescata, che pensa che il malaffare, le cosche, il riciclaggio annidino esclusivamente nelle regioni meridionali, ma riproducendo alcuni stralci di alcuni interrogatori che l'antimafia ha sviluppato in alcuni malavitosi, essi dicevano che sostanzialmente loro sono dove c'è il denaro, e quindi le loro iniziative prevalentemente prima erano nel nord Italia, oggi sono in tutta Europa. E quindi la conoscenza dei territori, la centralità dell'uomo, il dialogo, la storia, la rappresentazione di un modello creditizio che non è alternativo ai processi di crescita anche di un giovane o di una start-up, mette al centro la persona e quindi la conoscenza degli stessi, evitando di entrare in contatto con figure che probabilmente sotto il profilo cartolare, quantitativo, numerario meriterebbero accoglienza. Concludo dicendo che noi cerchiamo, ed io personalmente porto avanti una battaglia che produce sicuramente efficienza, produce sicuramente utili, produce sicuramente consenso di carattere economico, ma che vede al primo posto il benessere del nostro territorio. Quindi migliaia sono le start-up che abbiamo finanziato, e dell'altro giorno una nostra start-up che sviluppa un investimento in una navicella spaziale che è andata sulla Luna. Allo stesso modo tantissime start-up di tipo tradizionale, ma il 50% sono innovative, di giovani delle nostre università, per arrivare finalmente a quel modello che sembrava un'utopia tanto tempo fa, ma che oggi comincia a essere una realtà, di quella democrazia di opportunità di cui in Italia, ma soprattutto nel Mezzogiorno, c'è bisogno. Grazie. A souligner l'importance de la démocratie d'opportunité. C'est-à-dire, il faut produire le consensus avec le territoire, avec les gens, avec les petites entreprises, avec les artisans, pour donner leur confiance et pour donner la possibilité de se développer. Dans ce cadre, les banques qui sont par lui présidées ont donné de l'argent à beaucoup de start-up. Par exemple, il y a quelqu'un qui travaille dans l'espace pour les nouvelles technologies et pour les nouveaux systèmes satellitaires, etc., qui l'ont financé. Donc, il y a un dialogue continu et constant avec le territoire, avec les gens, et c'est ça le grand défi. La démocratie d'opportunité. Il ne faut pas couper les ailes aux jeunes, aux gens, aux entreprises. Il faut donner la possibilité, avec un rapport de confiance, bien étudiant les projets, sans s'opposer avec tous les mécanismes lourds de bureaucratie, de questions de vérification. Il faut voir le futur, pas le passé. Même si quelques bilans ne cadrent pas, même si l'on fait quelque chose qui ne marche pas, c'est la confiance dans le futur. Parce que seulement avec le futur, soit les artisans, soit les petites entreprises, soit les jeunes, peuvent avoir un espoir, et les banques peuvent gagner pas seulement en argent, mais même avec la joie d'aider le territoire, et surtout les territoires du Midi, de l'Italie et du Midi des autres parties. Grazie. Do ora la sessione di lavoro a Monsieur Lettenbecher, che è un importante giurista, agricoltore e produttore di olive. Abbiamo assaggiato i suoli, è uno degli oli veramente buono, e soprattutto è il fondatore e vicepresidente del sindacato degli agricoltori della Tunisia, Sinagri, una personalità collegata al territorio che ho avuto già modo di conoscere e al quale do volentieri la parola.
Je vous en prie. Grazie a lei, grazie Presidente. Lei. Allora, merci. Va bene, grazie mille. D'abord, merci aux organisateurs. Évidemment, le forum, ça ne manquera pas de faire plaisir à notre ami Hayek, le forum d'Académie politique, à la Konrad Adenauer Stiftung et à la Fondazione Mediterraneo, présidée par le professeur Capazzo. Je sais que nous avons, avec les habitudes méditerranéennes, pas mal grappillé sur le temps, donc j'essaierai d'être rapide. Moi, quand on m'a sollicité pour parler des impacts de la pandémie sur l'économie, à un moment j'ai hésité si vraiment j'avais quelque chose à dire. Ensuite, j'ai pensé que réellement il y avait quelque chose qui était apparu comme important, à savoir l'agriculture et l'alimentation. Des questions ont été dans les interventions précédentes, beaucoup de choses très pertinentes ont été dites, notamment par notre ami l'ambassadeur Sinaoui. Donc, moi je poserai la question sous l'angle de l'impact de cette pandémie sur l'agriculture tunisienne en particulier, en faisant certainement un peu de va-et-vient avec ce qui s'est passé dans le monde. Il faut retenir en gros, moi quelques idées forces. En gros, je dirais que la pandémie a démontré que l'agriculture tunisienne était capable de résilience. C'est un mot qu'on reprend souvent, mais il est vrai que on le démontrera par la suite, il n'y a eu pas trop d'effets, j'allais dire, directs sur le fonctionnement de l'agriculture, sur l'alimentation des marchés, etc. Mais en même temps, que cette pandémie, comme le soulignaient les éminents personnes qui ont parlé avant moi, et notamment le professeur Mohamed Ben Achour, qu'il y a un effet de révélateur de certaines carences. Alors, quand on dit qu'elle n'a pas beaucoup affecté la production, c'est que l'agriculture d'abord a continué à fonctionner, que la Tunisie sur l'année 2020, où nous avons eu un long et réel confinement général, le secteur agricole et celui de la pêche ont été les moins affectés puisque nous avions des exemptions au niveau des restrictions de transport, etc. Mais en même temps, parce que nous étions considérés comme un secteur vital, s'il en est, même si nous étions affectés par les restrictions qui ont touché les autres secteurs, comme essentiellement le tourisme et la restauration. Je préciserai aussi que, assez paradoxalement, l'année 2020, même si tout n'a pas été pour le mieux dans le meilleur des mondes, chez nous notamment, ça a été une année où la balance commerciale a pu marquer, la balance commerciale agricole, quelques points positifs, notamment en matière d'exportation d'huile d'olive. Un peu moins sur d'autres produits. Et là aussi, nous avons, non pas tant, et j'y reviendrai à la fin certainement, sur ce manque de Maghreb et d'intégration, mais nous avions un problème particulier lié à la fermeture des frontières, et notamment les frontières terrestres avec la Libye. Il faut dire donc, pour autre élément important qui exprime cette résilience, c'est que la Tunisie, avant la survenue de cette pandémie, pouvait s'enorgueillir, si l'on peut dire, d'avoir une assez grande suffisance alimentaire sur les produits avicoles, viande rouge, lait, fruits et légumes, beaucoup moins malheureusement sur les céréales, toutes espèces confondues, partant nous ne sommes pas consommateurs de riz, mais que ce soit le blé, le maïs
ou même le soja qui n'est pas une céréale, et qui impacte d'ailleurs d'autres sous-filières. Ce qui m'amène à parler de ces filières alimentaires. Donc si l'alimentation ou l'approvisionnement des marchés n'a pas posé problème, qu'il n'y a pas eu malgré les phénomènes de provision ou de ruée vers les marchés qui ont été quelque part exagérés par, pas nécessairement l'esprit complotiste, mais par le fait qu'en période de crise, sachant que les choses vont fermer, les gens vont se ruer sur les provisions de première nécessité, l'impact de la pandémie sur la filière s'est exprimé sur quelques points que je citerai rapidement. Ça a été la contraction de la demande, puisque malgré tout ce qui est restauration collective, tout ce qui est j'allais dire street food, etc., c'est-à-dire les sandwichs, les casse-croûtes, etc., étaient réduits à leur plus simple expression quand ils n'étaient pas fermés. C'est une baisse de pouvoir d'achat, et on y reviendra probablement dans la discussion, des franges, notamment déjà pas très aisées. La fermeture des marchés hebdomadaires, et j'y reviendrai rapidement sur cette distorsion ou sur cette inégalité urbain-rurale pour les populations rurales. La fermeture des lieux de restauration, comme je le disais, et pas la peine d'y revenir, la fermeture des frontières en général et des frontières terrestres en particulier. Mais j'aimerais aussi, et vous le savez, je suis devant une assemblée de personnes expertes, chacune dans son domaine, mais plus que ça, de citoyens avertis, ouverts sur le monde. Ces effets de distorsion se sont aussi exprimés et risquent de s'aggraver par la suite, parce que là, on est quasiment dans l'après-Covid. C'est un des sujets d'ailleurs de nos 2 jours de réflexion. Et donc, la Banque mondiale avait déjà attiré l'attention sur le fait qu'il risquait que les limitations au transport, que les barrières, pas nécessairement tarifaires, etc., risquaient d'avoir des conséquences négatives sur les échanges et les prix mondiaux, et ça n'a pas manqué de s'exprimer. Je vous en parlerai après. Là aussi, les marchés émergents, certainement, sans parler des pays qui sont déjà en état de crise alimentaire ou de crise économique, et plus encore les pays en conflit. Je pense particulièrement au cas de pays comme le Mali, dans notre continent, du Yémen, et même de la Syrie ou d'autres. Évidemment, des territoires palestiniens ont été particulièrement affectés par tous ces effets-là. Là-dessus, si j'ose dire, avant d'en arriver à ce deuxième aspect des choses que je vous signalais en introduction, qui est que la pandémie a été révélatrice de nos carences et de nos dysfonctionnements, je ne manquerai pas l'occasion de souligner que d'abord, tout le monde s'est rendu compte de l'importance de l'alimentation, mais aussi d'une alimentation proche et stable, et en qualité, en quantité. Et donc, ça a fait développer, évidemment, encore une fois, avec une grosse inégalité entre les zones urbaines et les zones rurales, de la vente en ligne, de la livraison à domicile, etc. Mais en même temps, les gens se sont rués sur ce qu'on appelle souvent les alicaments, c'est-à-dire les aliments qui sont censés avoir des vertus pour la santé. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Ça m'amène à évoquer une question qui est essentielle avant d'en arriver à la fin de mon propos. J'ai encore combien? 3 minutes? 4 minutes? Non, on est à Naples. Parfait. Donc, ce qui est déjà, en arrivant, en posant ces éléments-là, il apparaît une question qui nous taraude tous, qui traverse toutes nos interventions. Certains ont été certainement, ou le seront, beaucoup plus pertinents que moi. C'est le questionnement sur les possibilités d'évolution du modèle libre-échangiste
et où ses limites supposées et où son autorégulation supposée, est-ce que la pandémie a permettra d'aller vers des modèles plus vertueux? Je ne suis pas devin, je sais en tout cas que ça a fait ressortir l'importance de ce que je disais, c'est-à-dire et ce que j'appellerais le triptyque agriculture, alimentation, j'ajouterai celui ruralité pour faire un triptyque, mais au moins le diptyque alimentation et agriculture, pour insister sur le fait que nous ne produisons pas que de simples biens de commerce, mais en même temps cette dualité entre souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire. Vous savez tous, je ne vais pas je ne suis pas obligé de répéter devant des gens certainement aussi informés, sinon plus que moi là-dessus, que ce sont deux concepts, j'allais dire, alternatifs et apparus en même temps. La sécurité alimentaire est un concept développé par la FAO lors du sommet de l'alimentation de 1996. Elle existe quand une population peut accéder de manière physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, alors que, en même temps, dans un contre-sommet, la Via Campesina avait développé la notion de souveraineté alimentaire et qui ajoute finalement un droit des peuples sur leur alimentation. Donc sur une alimentation en lien avec la diète. Et nous sommes au cœur de la Méditerranée. Cela nous rappelle encore une fois l'importance de la relation ou de la réduction de la déconnexion entre nos systèmes alimentaires et nos systèmes de production. Alors j'en arrive à la dernière partie de mon intervention, qui est que la pandémie a été révélatrice des carences ou des limites ou des faiblesses. Beaucoup d'expressions peuvent traduire cela, de notre système agricole et alimentaire. Si il a pu, encore une fois, l'agriculture tunisienne a pu permettre, malgré toutes les entraves, d'alimenter une population de 12 millions d'habitants, il n'en demeure pas moins que nous pouvons souligner qu'il y a eu une mise en lumière d'un certain nombre d'effets relativement négatifs. D'abord, ce que je soulignais tout à l'heure, c'est l'inégalité urbain-rural, alors que dans les villes, les grandes villes côtières, ou pas côtières, les grands centres urbains, les populations avaient accès à toutes sortes de commerces, qu'ils soient en grande surface, en hypermarché ou même en commerce de proximité. Les zones rurales qui, malgré une plus grande intégration à l'économie nationale, voire même à l'économie mondiale, étaient souvent privées de quelques matières premières essentielles du fait de la raréfaction des transports, du fait de l'interdiction des marchés, en même temps qu'elles étaient, pour ces populations rurales et agricoles, privées de sources de revenus. Mais plus que ça, nous avons, à mon sens, cela a mis en lumière l'importance d'une autonomie alimentaire, comme on dit aujourd'hui, versus dépendance des marchés internationaux. Je parlais tout à l'heure du soja. Il faut savoir que le soja et le maïs sont deux aliments essentiels pour la survie de nos cheptels bovins et avicoles. L'organisation des circuits et des marchés, les circuits ont montré leurs limites malgré tout, parce que certains étant administrés et d'autres étant libres, ceux administrés, on a vu des effets, j'allais dire, sinon de détournement, voire même d'effets carrément de détournement des subventions accordées à ces produits, comme le son pour les aliments l'alimentation animale, mais surtout pour
tout ce qui est produit issu de la trituration du blé dur, la semoule, la farine, etc. La vulnérabilité, je le disais, des populations rurales, les faibles capacités de stockage, y compris lorsqu'on a la capacité d'acheter sur les marchés extérieurs, la faible capacité d'intégration et de transformation de nos industries alimentaires, à part la filière lait et la filière céréales, mais tout ce qui était, tout ce qu'on a pu noter comme production non commercialisée, notamment au niveau de l'exportation en fruits, en légumes, en fruits frais, notamment les agrumes, voire même les dattes, il y a eu beaucoup de pertes, donc pour les individus, mais aussi pour l'économie nationale. Et évidemment, cela a mis en lumière la vulnérabilité spécifique du métier, la difficulté ou les pas encore à parcourir, le chemin encore long à parcourir en matière de circuits courts de vente en ligne. Mais je ne terminerai pas mon propos sans dire que si la pandémie peut apparaître derrière nous, l'essentiel de l'enjeu me paraît ailleurs. L'enjeu majeur restera celui de l'adaptation au changement climatique, celui de la nécessaire adaptation et préservation de nos ressources naturelles. Et quand je parle de ressources naturelles dans un pays du sud de la Méditerranée, déjà le sud du nord de la Méditerranée est confronté à ces problèmes-là, c'est-à-dire la préservation de l'eau et du sol, très fortement impacté par nos pratiques certainement, comme vous le disiez, cher président et professeur Capazzo tout à l'heure. Et donc, cette pandémie, si elle avait une vertu, ce serait celle de nous amener à reconsidérer la place de l'agriculture, mais de l'être humain aussi, au cœur des priorités de nos politiques publiques. Car tant qu'on n'aura pas pris conscience qu'il nous faudra produire plus et mieux, c'est-à-dire autrement, en ayant en tête la préservation de nos précieuses ressources pour le présent, mais aussi pour l'avenir, nous n'aurons malheureusement rien tiré comme leçon. Et hélas, l'expérience de la crise financière, mais aussi alimentaire de 2007-2008 n'est pas si loin de nous, et qui nous a montré que l'avenir des nations était en grande partie lié à la capacité des territoires ruraux à continuer à produire et alimenter des populations de plus en plus nombreuses, mais aussi exigeantes. Donc sans aller, et je laisserai ça pour probablement pour la discussion, je pense qu'il y a deux axes notamment, à part les axes nationaux, une plus grande intégration maghrébine, comme le soulignait le professeur Benachour tout à l'heure, et nous l'avions dit déjà en 2018 dans un colloque réservé à cela, mais je pense aussi, puisqu'on est dans un pays européen mais très proche, très méditerranéen s'il en est, c'est une nécessité, si nous restons dans le cadre de l'alimentation de l'agriculture, d'un quart de tour vers le sud de la politique agricole commune. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci pour la bien définition de tous les points à l'ordre du jour. Maintenant, est ouverte la discussion et je souhaiterais que le sénateur Lomia, qui M. Romano, M. Lipindo, pose quelques questions pour nous et pour les amis qui sont connectés avec nous par tous les pays de la Méditerranée. S'il vous plaît. Intanto volevo ringraziare veramente i relatori e volevo interloquire col professore Mohamed per porre due questioni che ritengo fondamentali. Noi sino adesso ci siamo divisi un po' in tutto il contesto culturale su due impostazioni molto unilaterali, di entusiasti della globalizzazione e dall'altro lato, all'opposto, gli ipercritici. Non abbiamo ancora un livello adeguato sul piano culturale di personalità che sono in grado di non negare
la realtà della globalizzazione, ma nello stesso tempo di mettere nell'agenda mondiale il suo governo. Io volevo sapere, ecco, il suo punto di vista sulla necessità di trovare un punto di equilibrio, cioè non essere ingenui e acritici nei confronti della globalizzazione, né tantomeno esserne contro, aspirando a ritornare al vecchio Stato-nazione, ma invece a trovare una terza via in grado, con questa terza via, di stare al passo del cambiamento, ma di governarlo e orientarlo in un contesto di nuovo umanesimo, che abbia come respiro quello che Michele Capasso ci invita tutti a riflettere, il futuro degli Stati Uniti del mondo. L'altra domanda volevo fare, visto che lo abbiamo qui a portata di mano, per quanto riguarda l'agricoltura, l'ultimo relatore. Il rapporto con il cibo è decisivo, non è più solo un elemento economico. Oggi nel mondo abbiamo 3 sfide: sfamare l'umanità, fare in modo che questo non avvenga danneggiando la nostra terra, e quindi abbiamo bisogno di una agricoltura biologica, e la terza sfida, fare in modo che tutti possano accedere commercialmente ai prodotti della terra. Volevo sapere lui, ecco, cosa ne pensa della necessità di creare un equilibrio fra queste 3 dimensioni. En trouvant un équilibre entre l'État-nation et les nouvelles dimensions à l'échelle internationale. Il existe une troisième route à parcourir. Il est possible la gouvernance de cette situation qui est très très compliquée pour réaffirmer un nouveau humanisme, une nouvelle centralité de l'homme. Ça c'est la question pour M. Mohamed Benachour. Pour M. Leix, la question c'est sur l'agriculture. Il dit la nourriture, ce n'est pas simplement l'importance de se nourrir. Il n'est pas seulement la modalité de manger. Il y a le grand défi à l'échelle de l'humanité de donner le pain à tout le monde, d'éviter que les gens ont faim. Mais ça, il faut le faire avec une nouvelle agriculture basée sur la correcte utilisation du sol, et surtout avec tout le monde doit pouvoir accéder au bien de la terre avec un équilibre d'utilisation. Est-ce que tu veux répondre tout de suite? Oui, tu peux On répond tout de suite au sénateur? Oui, ok. Merci. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Lomien. Je crois que c'est une impression, une réflexion que vous avez émise beaucoup plus qu'une question, je crois. Et je dois vous dire que je partage tout à fait votre réflexion ou votre interrogation sur ce problème de la mondialisation, de ce qu'elle va devenir, et des gens qui sont partisans mondialistes et des gens qui sont hostiles, en tout cas une partie de la population, à l'intérieur des sociétés ou entre les États. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez gênant, finalement, dans la mondialisation. C'est l'unanimité des États par rapport à la mondialisation. On a parlé tout à l'heure d'une espèce de convergence entre l'Amérique, par exemple, première économie libérale du monde, et la Chine, qui théoriquement est un système autoritaire, fondé sur un parti unique, etc., mais qui en même temps fait la course dans le cadre de la mondialisation. Donc il y a une compétition où les 2 athlètes finalement et les autres participent à la au même jeu ou à la même activité mondialiste.
Ce qui est important, par contre, et que peut-être sur laquelle les États ne réfléchissent pas suffisamment, c'est ce que vous avez dit sur la gouvernance dans le respect de l'humanisme et la gouvernance dans le respect de l'individu et des libertés individuelles. Je crois que là, c'est fondamental et il est très important. Je crois l'avoir signalé dans ma communication. Il faudrait que les gouvernements, ou que les États de manière générale, soient moins portés sur l'action politique, la réalisation d'objectifs stratégiques, et que ces États se mettent peut-être ensemble, dans la mesure du possible, pour réfléchir à un épanouissement de l'être humain. Je crois que ça c'est fondamental et que le problème aujourd'hui, mondialisation plus pandémie, pose réellement ce problème d'êtres humains ou d'individus ou de personnalités, de personnes plutôt dans les sociétés, qui risquent d'être un peu balayées par la course à la suprématie stratégique. J'espère que, monsieur le sénateur, ça a répondu à votre demande. Merci. Merci. Il faut que je prière. Je dirais la même chose. Moi, d'abord, merci, onorevole. Grazie. On est dans la même logique. J'ai essayé de dire peut-être un peu rapidement que, d'abord, produire des aliments n'a jamais été simple ni facile, mais aujourd'hui, il y a les contraintes que nous connaissons tous, de la raréfaction des ressources, de la raréfaction même des espaces, je dirais, sous l'effet de l'urbanisation, même dans les pays qui n'ont pas de problème de sécheresse ou de fertilité du sol, que ce soit le Brésil, l'Argentine, ou voire même des pays comme les vôtres, qui sont des grands pays agricoles. Mais là où, et c'est pas simplement parce que je suis en Italie, même s'il est toujours bon de dire des choses positives, qu'il y a un effet de résilience par rapport à ce que le professeur Benachour venait de dire, la gouvernance du secteur agricole. Vous avez une agriculture plus familiale, et donc dans les crises, elle a probablement plus de capacité à résister que d'autres. Mais ce n'est pas le sujet. Peut-être essentiel, il y a cela, parce qu'il y a avant toute chose des hommes et des femmes qui travaillent pour produire, quel que soit leur état, leur situation, leur statut. Donc il y a une reconnaissance de ces métiers-là. Souvent dans les périodes de crise, c'est eux qui vont le plus se plaindre du fait qu'il y a une distorsion entre ce qu'ils produisent et leurs revenus. Et souvent les populations rurales, ce n'est pas nécessairement le cas des paysans de Toscane, mais ailleurs, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc., c'est le cas, c'est les populations les plus précaires. Et je terminerai pour abonder dans votre sens et dire que oui, on dit souvent produire mieux et plus, mais c'est vrai considérer que les biens alimentaires ne sont pas des biens de vulgaires produits, entre guillemets, commerciaux. D'abord, on ne les commande pas. Il y a un phénomène, un ami qui était un grand, paix à son âme, un grand syndicaliste, président de la FNSEA française, disait qu'on travaille avec Xavier Belin, pour le citer, disait qu'on travaille avec le vivant. Et donc le vivant, c'est pas simplement quand on a des épizooties ou des pandémies qu'il est impacté, mais c'est aussi qu'on ne produit pas de la même manière un vin de Chianti ou de l'huile d'olive dans les Pouilles ou en Tunisie ou ailleurs, de la même manière une année sur l'autre. Et si tout cela, on le met en tête, et notamment que la manière de tenir les grands-messes comme le sommet mondial de l'alimentation, qui malheureusement n'a pas tiré grande leçon de ce qui s'est passé. On reste sous la pression aussi des grands groupes agro-industriels. Et donc c'est ça finalement. Le deal, et notre ami avec qui j'ai eu le plaisir de discuter depuis hier, Ayman Bouranbi, qui vient de Tunisie aussi, aura l'occasion de disserter là-dessus, sur les limites, j'allais dire, du modèle libéral, même s'il ne s'agit pas d'y revenir complètement, de revenir là-dessus, mais sur son autorégulation supposée, qui n'a jamais vraiment donné exactement ce qu'on en attendait. Voilà. Désolé si j'ai été un peu long. Grazie.
Merci beaucoup. Grazie a lei. Alors, qui prend la parole? Antonio. C'è la signora. Ah no? Allez. Sì. Antonio. Buongiorno a tutti. Più che una domanda, una considerazione. L'Europa, mi viene da dire, e ovviamente lo dico con grande rammarico, a seguito della pandemia forse ha aperto gli occhi più che l'Italia stessa, sull'esigenza di non avere aree depresse da un punto di vista economico e da un punto di vista di sviluppo industriale, e quindi ha canalizzato importanti finanziamenti in Italia, ma destinati al meridione dell'Italia. Il mio auspicio è che da oggi, e il professore Capasso lo ha dimostrato già partendo 30 anni fa, che da oggi con la fondazione degli Stati Uniti del mondo finalmente qualcuno più in alto incominci a ragionare per portare sviluppo e per alimentare la crescita dei paesi cosiddetti sottosviluppati. L'augurio è che come l'Europa ha avuto questa attenzione post pandemia di canalizzare finanziamenti per la crescita del Sud Italia, gli Stati Uniti del mondo abbiano la sensibilità di mettere, a partire dal Mediterraneo, al centro dell'attenzione dell'Europa la crescita del Mediterraneo, la crescita per una più equa distribuzione della ricchezza fra gli uomini, fra gli abitanti della terra. E con la crescita della Cina, con il raddoppio del canale di Suez, l'augurio che finalmente il Mediterraneo, che purtroppo sarà ricordato negli anni a venire come la tomba di tante persone che vanno alla ricerca di nuove opportunità di vita o per una vita migliore, diventi invece l'area di sviluppo per una più equa distribuzione delle ricchezze nel mondo. Alors, monsieur Antonio Romano, qui est le représentant d'un groupe au niveau national pour la sécurité, c'est un des entreprises membres de l'Union des industriels, il a fait une réflexion. Il dit que l'Europe, après la pandémie, a ouvert les yeux pour finalement réduire la différence entre le nord et le sud, et surtout pour aider les territoires qui sont plus loin du développement industriel, du développement durable de l'économie, à trouver un équilibre avec le nord, mais pas seulement l'Italie. Il a dit que les États-Unis du monde, qui à partir d'aujourd'hui, ils trouvent une concrétisation réelle, peuvent être le lieu, l'instance où on peut trouver une solution pour équilibrer la différence entre les pays qui ne sont pas développés et les pays qui sont plus développés. Mais il faut avoir la sensibilité de mettre au centre le développement, pas seulement économique, aussi le développement social. Et surtout, il faut faire attention que dans l'utilisation des ressources, surtout dans le milieu d'Italie, il y a une attention pour la coopération avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Et surtout sur des projets structurels. Donc, par exemple, un autre rêve que nous avons bien analysé avec le professeur Picca Chamarra, qui sera avec nous demain, avec des autres grands urbanistes, il y avait, à part le pont sur le droit de Messina pour joindre la Sicile à l'Italie,
le sénateur Lumia, qui est sicilien de Palermo, il a travaillé avec nous sur ça. Il avait le projet de bateaux de haute vitesse qui pourrait mettre en contact Tunis avec Palermo dans 1h30. Donc, même avec les voitures, même les choses. Donc, imaginez-vous, un train à haute vitesse qui peut mettre en connexion Palermo avec Milan dans 5 heures. Et un bateau haute vitesse qui peut mettre en connexion Tunis avec Palermo dans 1h30 signifie que les Tunisiens peuvent rejoindre Milano dans 7 heures, 7h30. C'est un rêve, mais c'est possible. Et seulement, bien utilisant les ressources qui sont sur la table après la Covid, avec des projets, des grands projets concrets, on peut le mettre en place. Nous sommes tous convaincus. Le drame, c'est que tant que nous resterons entre nous, entre cercles, soit appartenant à l'académie ou autres, à dire cela, ça ne se traduira jamais en action tant que les politiciens ne sont pas convaincus de cela, tant que nous continuons à avoir seulement des réunions de ministère de l'Intérieur, comme s'il y a un problème. Au contraire, nous devons maintenant encourager à avoir des réunions de ministère de la Culture, de l'Agriculture, de l'Industrie. C'est cet échange-là. Quand on opérera un paradigm shift dans notre propre manière de voir les choses, que les choses changeront. Et j'espère que chaque fois qu'on a la chance d'avoir des ambassadeurs avec nous, c'est à eux de relayer ce message à nos politiciens de part et d'autre de la Méditerranée pour qu'il y ait ce changement. Parce que, comme lui, je suis d'accord, quand il parle de, par exemple, l'adéquation entre l'éducation et l'emploi, ce que je retiens de ce qu'il dit, c'est que non seulement il faut cette adéquation, mais l'emploi aussi bien au nord qu'au sud. Comment assurer cela? Donc ça, c'est très très important. Je suis aussi d'accord avec professeur Manzo quand il nous dit qu'il faut investir dans l'être et pas dans l'avoir. Je pense que les Asiatiques nous ont précédés dans cela depuis très longtemps et c'est très important. Les Monica Sharma, les Deepak Chopra, toutes ces personnes qui justement insistent sur là. Maintenant, il est à nous d'aller vers cela. Merci beaucoup. Grazie. Anch'io solo una piccola riflessione. Il tratto comune che ho rilevato negli interventi di tutti è che, e questo con un grande piacere da parte mia per il mio modo di pensare, che la soluzione per uscire da questo tipo di crisi che ha scatenato la pandemia è una soluzione che passa per la centralità dell'uomo rispetto ai sistemi. Vale a dire, tutte le soluzioni che sono state esaminate sono partite dalla centralità del ruolo e della soddisfazione dell'uomo, non del sistema in quanto tale, e quindi non al servizio del denaro o del profitto, ma del raggiungimento della soddisfazione dell'uomo. E questo me ne compiaccio, è finalmente un progresso per la nostra comunità. Era questa l'osservazione che volevo fare. Grazie. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux, je suis très fier parce que cette première session a démontré, et je remercie encore une fois la Konrad Adenauer Foundation et son représentant pour la Tunisie, parce qu'encore une fois, la méthodologie de ces colloques auxquels nous avons toujours collaboré pour la qualité et pour l'adhérence à l'actualité. C'est-à-dire, il se rappelle toutes les fois que nous avons parlé aussi, il y a quelques années, nous avons mis en crise Zuckerberg avec tous les sociaux parce qu'il disait qu'il était un prophète de Dieu et qu'il avait fait des milliards d'amitiés, mais ce ne sont pas des amitiés, ce sont des contacts, quelquefois misérables, excusez-moi, qui ont donné seulement la possibilité de gagner de l'argent. Dans ce cas, au contraire, avec la participation des acteurs importants, M. Manfredotto, c'est le président, comme j'ai dit, du groupe Hitachi, c'est au niveau mondial, le président de l'Union industrielle. M. Manzo, c'est le président et le représentant des banques solidaires, qui ont mis au centre l'homme, comme il a dit M. Vicinizio, qui est un professionnel important. Il assiste beaucoup d'entreprises au niveau national et international. Donc, la centralité de l'homme. Par
paradigmes différents si on a la concertation, c'est-à-dire c'est comme si nous devons faire une opéra lyrica au théâtre San Carlo, il faut avoir toutes les professionnalités, mais chacun doit faire son métier. Parce que si moi, que je suis architecte, je vais chanter comme Pavarotti, je vais faire une mauvaise figure. Au contraire, si un chansonnier comme Pavarotti veut faire l'architecte, il fait tomber la balle. Donc chacun doit faire son métier, parce qu'il y a des possibilités énormes. Et comme je l'ai dit déjà, il y a plus de 30 années, les migrants, les gens qui viennent du sud de la Méditerranée, ne sont pas des ennemis, ne sont pas un problème, sont une ressource. Parce que nous avons besoin de ces gens. Dans les prochaines 30 années, l'Italie va perdre 15 millions d'habitants pour la dénatalité. Il y a des métiers que personne ne peut aider de faire. Donc nous avons besoin des Tunisiens, des Marocains, des Égyptiens, de tout le monde qui vient ici. Mais dans quelles conditions? Il faut le faire prendre partie du processus avec une formation qui ne doit plus être au niveau des formateurs, comme je l'ai déjà dit avant, l'Union européenne, il désire. Non, il faut demander à M. Romano quels sont tes besoins. Il dit, je fais la sécurité dans les banques, j'ai besoin de quelqu'un qui sait mettre en place les appareils, qui sait contrôler au computer et qui sait faire ça, ça, ça et ça. Et c'est sur ça qu'il faut réformer. Et comme ça, sur toute la ligne de développement. Dans ce cadre, une coopération entre le sud de la Méditerranée et la Tunisie, et je profite de cette occasion pour vous féliciter, comme je fais tous les fois avec la consul générale de Tunisie, Béa Bebaki, pour son engagement qui c'est tous les jours pour mettre en relation les gens du sud de l'Italie avec la Tunisie. Il faut le faire encore plus dans ce moment, parce que si au niveau du Parlement, comme le sénateur Lumia veut travailler, il faut équilibrer les ressources, parce que n'est pas important que le nord de l'Italie reçoive beaucoup de ressources qui sont capables de mettre en place. Ce n'est pas important qu'une ville comme Brescia, comme Bergamo, qui a déjà 15 hôpitaux et rapporte à la population à une chose énorme, mais à construire des autres hôpitaux et des autres écoles. C'est dans le sud de l'Italie où il manque les hôpitaux, il manque les écoles, qu'il faut s'appliquer pour réaliser ça et pour développer le grand patrimoine du sud de l'Italie, qui c'est l'agriculture, qui c'est la terre. Il faut la valoriser, mais dans un cadre de territoire élargi avec les pays du sud de la Méditerranée. Le premier, c'est la Tunisie, parce qu'avec le changement climatique, ils vont changer les méthodologies d'utilisation de la terre. Et donc, en Italie, peut-être dans quelques années, nous nous trouvons dans la même situation de la Tunisie de quelques années derrière, et vice-versa, la Tunisie se trouvera avec une situation différente. Il faut faire un projet élargi à tout le territoire, où par exemple, les tomates qui ici vont être cultivées dans les serres, dans les choses protégées, mais vont perdre la qualité organique des tomates, le gusto, peut-être cultivées même dans les mois de novembre et décembre en Tunisie, avec une coopération entre le sud de l'Italie et la Tunisie. C'est seulement un petit exemple. C'est ça que je souhaiterais qu'il sorte de ce colloque, avec, comme a dit M. Manfellotto, M. Manto, nous avons tous des acteurs dans cette petite salle, nous sommes connectés avec différents pays, tout le monde nous écoute, mais nous sommes sur la bonne ligne pour faire une conclusion. Je voudrais, si tu permets, mon cher Président, rappeler le rôle du forum de l'Académie politique, présidé par Mme Hayat Doré, parce que c'est une association tunisienne, civile, non gouvernementale, qui travaille en étroite collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, mais si vous voulez, qui dispose de son autonomie et qui réalise ses programmes, le colloque international annuel, les forums, un travail de formation
dans le domaine de l'éducation civique et démocratique en Tunisie, par l'organisation de cycles de formation, de conférences, d'expertises diverses dans tous les coins du territoire. Madame Hayat Dogri et l'équipe du Forum de l'Académie politique étaient il n'y a pas longtemps dans une région reculée de la Tunisie, où il y a eu quelques problèmes d'ailleurs, et où il y avait un programme de formation dans le domaine de l'esprit civique et dans l'initiation à la pratique démocratique. Je voulais simplement le rappeler à l'occasion de notre réunion de ce matin, et pour saluer aussi dans la foulée le travail remarquable qui est fourni par notre amie et la présidente, toute l'équipe du Forum d'Académie politique, dans un souci de formation civique et démocratique, notamment pour la jeunesse tunisienne. Merci beaucoup. Et moi aussi, je voudrais souligner l'importance de l'association entre le Forum de l'Académie politique, association indépendante de la Tunisie, et la Konrad Adenauer parce que c'est une coopération parfaite. Comme je dis, Naples c'est une ville qui est capable de penser européenne et de respirer méditerranéenne. La même chose c'est avec vous. La Konrad Adenauer elle pense européenne et le Forum de l'Académie politique respire méditerranéenne. Donc les deux ensemble donnent la possibilité de vivre ces moments et de donner des solutions concrètes sur le terrain, comme on a fait déjà il y a quelques années, comme j'espère que nous pouvons continuer à le faire. Parce qu'on a besoin maintenant. Maintenant, on ne peut pas faire du blabla. Il faut prendre dans les mains la situation parce que la politique n'est pas capable de comprendre tout et donc nous devons l'aider pour prendre les décisions les plus importantes. L'importante non è fare tante cose, è iniziare a farne una. Il dit, notre directrice du musée, que ce n'est pas important de faire beaucoup de choses. C'est de commencer à faire une chose, et puis après l'autre, après l'autre, après l'autre. Donc, se concentrer sur une chose, et peu à peu, on peut mettre les pierres pour la maison, pour avoir pour l'édifice concret. Et la pandémie doit être une sollicitation pour nous aimer, nous tous, pour coopérer, nous tous. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, on assiste à un égoïsme, tout le monde a peur, et donc tout le monde pense à son petit jardin et s'en fout des autres. Ça, on ne va à réaliser rien parce que seulement dans une mission de communauté de destin. Et nous, de la Méditerranée, nous sommes des gens qui ont compris ça. On peut avoir et vaincre la défi qui nous attend de nous tous. Simplement, rapidement, le problème à travers l'histoire et jusqu'au présent et plus tard, c'est que les groupes humains ou les États finalement, qui est la forme achevée des communautés humaines, si ces États-là ne faisaient qu'être indifférents aux autres, ce serait bien. Le problème, c'est qu'il y a toujours la volonté de puissance et qu'il y a des États qui se sentent plus forts et qui souhaitent dominer d'autres États, des voisins ou des puissances rivales. C'est ça le grand problème de l'histoire de l'État finalement et de la puissance politique dans le monde. C'est la volonté de puissance, sans vouloir imiter médiocrement Friedrich Nietzsche. Il y a une volonté de puissance qui fait qu'on pense à dominer l'autre plutôt qu'à peut-être collaborer avec lui ou l'aider à s'en sortir. Là, je dois saluer réellement ce que font beaucoup de fondations en Europe, qu'elles soient comme la Konrad Adenauer Stiftung, qui fait un travail remarquable dans la coopération pour un pays comme la Tunisie, et également des fondations et des associations italiennes, françaises, espagnoles, qui, soit sous une forme gouvernementale ou une forme d'association ou de fondation, contribuent réellement beaucoup au dialogue entre les peuples
et au rapprochement et à l'édification de rapports d'amitié et de confiance réciproque entre le Nord et le Sud. Merci à vous tous. On a terminé la première session de travail et piano piano nous allons pour